Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce 7e rendez-vous Émulsion, organisé par le Crédit Agricole des Savoies en partenariat avec le Festival de rencontres Livre en Marche. Pour évoquer ce cycle de rencontres, sont présents avec moi sur cette scène, comme souvent, Laurent Bénet, directeur général du Crédit Agricole, et Dominique Favario, président du Festival de rencontres Livre en Marche. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Justine. Laurent, on va commencer avec vous. Cette conférence, donc c'est la 7e de ce cycle de rencontres qui a été initié fin 2021 sous l'intitulé Émulsion, les rendez-vous du Crédit Agricole des Savoies. Pour ceux qui découvrent ce cycle et qui n'ont peut-être pas encore participé, quels sont les enjeux pour votre banque régionale de maintenir une telle dynamique ? Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, Justine, c'est la 7e, déjà la 7e, j'ai envie de dire, parce que comment on voit les éditions défiler, puis à chaque fois c'est extrêmement intéressant. Alors pourquoi ce cycle de conférences ? Parce qu'on s'est dit que avec ce qui est en train de se passer dans notre environnement, dans notre monde, et les transitions qu'il faut intégrer, qu'il nous faut aussi nous, en tant que financeurs, parfois accompagner, on pouvait aussi avoir un rôle dans la réflexion et dans l'anticipation en amenant cette émulsion, c'est-à-dire un peu de secouer les neurones et d'amener des intervenants de manière à réfléchir sur des sujets importants, des sujets de société, des sujets économiques, et c'est ce qu'on va faire encore ce soir sur un sujet extrêmement intéressant, sujet qui nous interpelle tous et un sujet sur lequel y compris dans notre activité, nous, au Crédit Agricole des Savoies, on a des choses à préparer, à intégrer, des sujets qui vont faire bouger nos métiers, qui inquiètent aussi un certain nombre de nos collaborateurs, mais qui nous ouvrent aussi des perspectives d'améliorer la relation client. Donc, Émulsion, c'est ça, c'est se dire, on a un rôle sociétal en tant que banque coopérative et mutualiste, et donc, on ouvre ce cycle de conférences à des sociétaires, à nos collaborateurs aussi, pour faire progresser la réflexion commune et collective, et y compris la nôtre en tant que dirigeant. Merci. Dominique, vous êtes le président de Livre en Marche, et toutes les conférences du cycle Émulsion en fait sont co-organisées avec Livre en Marche depuis donc le début. Quel intérêt commun pousse le Crédit Agricole et Livre en Marche à s'associer autour de ce type de rencontre ? Alors, tout d'abord, moi je veux remercier le Crédit Agricole des Savoies de nous avoir choisis comme partenaires sur notre signature qui est d'essaimer la matière à penser. L'ambition que nous nous sommes donnée, c'est dans un monde qui questionne aujourd'hui, quels que soient les sujets, c'est d'essayer d'ouvrir l'esprit pour que chacun essaye de trouver des réponses à ces sujets extrêmement complexes. Alors, je vais quand même expliquer peut-être Livre en Marche, parce que Livre en Marche, à l'origine, c'est une association qui vient de la commune de Les Marches. Voilà pourquoi Livre en Marche, ça n'a rien à voir avec un président de la République en exercice. Donc, notre association, au début, organisait un petit festival du livre sur la commune des Marches, qui est devenu maintenant Porte de Savoie, avec une fusion. Et au fil du temps, ce festival a grandi, s'est fortement développé et est devenu un acteur important du territoire. Alors quand je parle du territoire, c'est au moins de la région. On a même une notoriété nationale sur tout ce travail qui est fait sur les enjeux sociétaux. Donc Livre en Marche, c'est un festival. La prochaine édition aura lieu les 28 et 29 septembre. Je tiens à le signaler. Il y aura de nombreuses conférences, de nombreuses activités. Et puis, Livre en Marche, ce sont des rencontres dans le cadre avec des acteurs économiques qui sont des partenaires privilégiés. C'est aussi des rencontres avec des acteurs culturels, comme la scène nationale Malraux. Donc, notre ambition, c'est de partager, d'essaimer cette matière à penser. Nous avons, au fil du temps, créé un réseau d'intervenants. La base, c'est le livre, parce que le livre nous paraît un support extrêmement important. Nous travaillons avec les éditeurs nationaux et tous nos intervenants, quels qu'ils soient, que ce soit dans les rencontres au fil des mois ou que ce soit au cours du festival, ont toujours une publication dans l'année sur un sujet stratégique. C'est le cas ce soir avec Asma, qui vous présentera son ouvrage tout à l'heure. Je voulais aussi remercier Asma d'être parmi nous ce soir. Nous avons beaucoup de chance parce que Asma, c'est un globe-trotteur. Asma était ce matin à Cannes. Je ne sais pas si c'était au festival, j'en suis pas certaine, même si c'est une vedette. Elle était avant-hier en Grèce, c'est cela ?
Ah non, elle part. Non, demain elle part à Tunis et après elle part à Athènes. Et avant, elle était à New York, voilà. Et la semaine d'avant, elle était en Lituanie. Donc pour vous expliquer un peu comment Asma est devenue une personnalité référence sur le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà. Et puis, ce que je veux vous dire quand même, c'est qu'on a noué des liens assez étroits avec Asma. Et Asma sera présente aussi au Festival Livre en Marche, les 28 et 29 septembre. Et là, avec un duo de choc, puisqu'elle interviendra sur l'intelligence artificielle avec Aurélien Barraud, que vous connaissez bien évidemment, et qui est une personnalité assez exceptionnelle. Donc encore merci au Crédit Agricole des Savoies de nous accueillir. Et donc je vous souhaite une excellente soirée. Oui, non, j'insiste sur ce partenariat parce qu'on accueille cet événement et on est fiers évidemment de le faire, mais on ne pourrait jamais le faire sans Livre en Marche et sans cette rencontre et ce qu'on a bâti ensemble, finalement, un partenariat qui est très ancien. Il a parlé très bien de Livre en Marche, mais allez-y, c'est quand même un festival extraordinaire et on a beaucoup de chance d'avoir ça sur notre territoire. C'est grâce à Dominique, donc un grand merci aussi pour ce partenariat. Je ne veux pas m'en attribuer la pérennité. Il y a 172 bénévoles qui travaillent autour de cette manifestation et c'est comme ça que l'on réussit. Merci à tous les deux. Notre thématique ce soir, c'est intelligence artificielle et pouvoir. Si je vous dis nouvelles technologies, IA, métaverse, implants cérébraux, satellites, ça vous parle? Pour de vrai? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Qui est derrière ces technologies et surtout, que veulent-ils? Comment ces géants de la tech, devenus des entités hybrides, influencent et redéfinissent les pouvoirs entre les nations? Dans ce monde aux nouvelles frontières, quelle place a l'Europe? Quelle place a nos entreprises? Et quelle place on a, nous? À quoi ressemblera notre monde demain? Pour nous éclairer sur ce qui est un des plus importants défis de notre siècle, merci d'accueillir Asma Mala. Bonsoir Asma. Bonsoir Justine, bonsoir tout le monde, toutes et tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Asma, je vais te laisser te présenter, parce que tu seras la mieux placée pour le faire. Allez. Donc Asma Mala, politologue ou docteur en études politiques et davantage sur les questions ou les enjeux géopolitiques et politiques, c'est-à-dire sous-entendu démocratiques, de la question technologique au sens large. Et plus précisément, tout mon travail, et notamment mon travail de thèse, c'est les nouvelles formes ou les nouvelles structures de pouvoir et de puissance, parce que ce n'est pas exactement la même chose, entre géants technologiques et États. Et comment ils redéfinissent ou pas d'ailleurs, un certain nombre de concepts cœurs comme la démocratie, la souveraineté, les instruments de projection de puissance dans un champ plus, disons, relations internationales et géopolitiques. Merci Asma. En début d'année, donc, il y a ton livre qui est sorti, Technopolitique, comment la technologie fait de nous des soldats, donc aux éditions du Seuil. Alors, on vient de le dire, entre New York, l'Estonie. Oui, c'était l'Estonie, Dominique. La Grèce. Entre tes recherches, tes cours, tes confs, donc tu t'ennuies pas. Donc, quelle idée de se dire en même temps, je vais peut-être faire un petit bouquin comme ça? L'idée, c'était de mettre noir sur blanc justement toute cette matière que j'avais commencé à accumuler et qui commençait à devenir, disons, articulée. Et puis la mettre à disposition. Enfin, c'était d'abord ça. C'était pas du tout de faire un bouquin d'expert dans une espèce d'entre-soi, moi que je déteste assez, je dois dire. Mais c'était plutôt de donner des clés de lecture et donc de faire, dans un très mauvais français, et pardon pour cet anglicisme, mais de l'empowerment. C'est-à-dire que c'est un objet qui, à un moment donné, est une écriture solitaire, mais dès l'instant où, en fait, il est publié, le livre, il devient vôtre. Ça devient à vous. Et vous devez vous l'approprier. Et ça devient un instrument, donc, de quoi? De reconquête de pouvoir. Dès l'instant où vous comprenez ce qui est en train de se jouer dans le monde, eh bien, vous n'êtes plus passif, vous n'êtes plus
prostré face à ce qui est en train de se jouer. Et c'était ça l'intention. Et donc il est éminemment, en tout cas dans la façon dont je l'ai construit, dont je l'ai pensé, il est éminemment politique, mais au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire absolument pas du tout politicien. Il n'y a aucune partisanerie là-dedans. Et c'est plutôt de dire, nous sommes tous et collectivement, disons, acteurs de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire ces nouvelles formes de pouvoir, de puissance, ce 21e siècle qui est en train de se structurer, notamment autour de la question technologique, celle-ci en tout cas. Et donc, la question nous appartient à tous et à toutes, et donc à vous. Alors, on va commencer par définir ces termes que tu évoques, qu'on va évoquer tout au long de cette soirée. Le premier, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas grand-chose. Ça veut pas dire grand-chose, l'IA. Alors, je vais vous épargner tout l'historique... encore que, non, je ne vais pas vous l'épargner. Non, bien y réfléchir. L'intelligence artificielle, disons, si vraiment on devait coller à ce terme-là, il faudrait le comprendre comme d'abord un domaine de recherche fondamentale et qui est extrêmement ancien. Et donc les premières traces qu'on va avoir de ce domaine de recherche, qui est complètement interdisciplinaire, et qui avait cette question sous-jacente, ou même en fait explicite, de dire est-ce qu'on est capable de reproduire le fonctionnement de l'intelligence biologique, donc du cerveau humain, en fait, par des équations mathématiques, puis derrière, par la machine, entre guillemets. Et les premières, disons, traces qu'on a de cette interrogation scientifique, mais aussi psychologique, neuroscientifique, etc., informatique, bien sûr, c'est 1943. Et c'est un article de McCulloch et Pitts qui ont essayé de mettre en équation mathématique, je dis bien, de trouver l'équation mathématique au fonctionnement, disons, de l'activité cérébrale. Et puis, quelques années plus tard, ça va être évidemment Alan Turing, en 1950, qui va se poser sa question à lui, qui est l'affaire d'une vie, plus qu'une question, qui a été son sacerdoce, disons. Peut-on reproduire l'intelligence humaine ou biologique ? Et puis, à partir de là, 1956, la fameuse et très célèbre conférence de Dartmouth, avec McCarthy et tout un tas d'autres scientifiques de l'époque, qui vont, si vous voulez, coiner, qui vont officialiser le terme d'intelligence artificielle, avec en fait aussi un sous-jacent au marketing. Il fallait un terme fort pour derrière récolter des fonds pour pouvoir développer leur propre recherche. Donc l'intelligence artificielle, c'est évidemment d'abord, en tout cas, un champ de recherche fondamental, interdisciplinaire, anglo-saxon, et puis très vite la DARPA, l'ancêtre plus exactement de la DARPA, agence d'innovation de rupture du Pentagone, va évidemment s'y intéresser pour les usages militaires. Et donc va abonder assez généreusement, puis à défaut de résultats, va un peu lâcher la bride et se tourner vers d'autres technologies. Et puis, dans les années 80, ça va revenir avec les prémices de ce qu'on appelle ce qui va être, si vous voulez, la base de ce qui va donner l'intelligence artificielle telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est-à-dire du machine puis du deep learning. Est-ce qu'il voilà faut dire, pour en l'historique. fait, l'intelligence artificielle ou plutôt les intelligences artificielles ? Alors, si on est même rigoureux, en fait, quand dans les textes, on parle des systèmes d'intelligence artificielle, ce sont des systèmes ou des systèmes algorithmiques. Et puis, encore, et je terminerai peut-être là-dessus sur cette réponse-là, sur cette question-là. Encore une fois, l'IA, ça veut rien dire. C'est-à-dire, tout dépend de quels sont des usages. Et la vraie question, mais qui va en fait reboucler avec la dernière. Mais je t'avais prévenu que ça allait s'enchevêtrer et que ça allait pas suivre l'ordre. Donc je vais pas trop spoiler, mais la vraie question, c'est de se dire pour quels usages l'intelligence ou des systèmes ou des algorithmes, pour quoi faire. Et donc c'est comprendre en fait que c'est une capacité calculatoire assez extraordinaire à partir des données que vous allez collecter et même produire et fabriquer. C'est ce qu'on va appeler donc la mise en données ou la dataification du monde, une espèce de mouvement de numérisation débridé et dont je vois mal d'ailleurs la fin. Et à partir de là, une fois qu'on a dit ça, c'est pourquoi faire ? Est-ce que ce sont des IA militaires ? Et si oui, lesquels ? Est-ce que ce sont d'abord des usages santé, agriculture, la question de l'eau, de l'environnement, de l'éducation ? Bref. Et donc c'est là où la conversation peut devenir très intéressante quand elle devient un peu plus précise dans ses termes. Mais l'IA en soi... Alors justement, l'IA, pourquoi faire ? Parce que si c'est pour dire à Dali, fais-moi une photo de chat avec un paysage derrière, en termes d'intérêt, ça reste limité. Alors, présenté comme ça, tu as absolument raison, c'est
tout à fait limité, bon, pour dire vraiment c'est débile et puis on est complètement abéti, etc. En fait. Et là, je réfléchis en live, parce qu'en plus, c'est une question que tu m'as... Moi aussi, je fais Toi du live. Tiens. Donc en live, en fait, il faut toujours se dire qui sont derrière ces outils-là et qui les conçoivent. Et quand je pose cette question-là, l'implicite de la question, c'est qu'évidemment, il y a des visions, il y a des idéologies, il y a des arbitrages, il y a des choix politiques toujours. Et ce qui pose question, c'est d'ailleurs la privatisation d'outils qui sont comme ça complètement massifiés, industrialisés et qui peuvent même parfois être des enjeux de sécurité nationale quand on parle de désinformation, de manipulations cognitives diverses et variées, cyberattaques, production à très bas coût potentiellement d'armes biologiques, etc. C'est ça, en fait, l'enjeu derrière. Et sur la question de les chats qui pètent, les tartes les recettes de tiramisu ou de je ne sais quoi, non, il y a un vrai intérêt, même géopolitique, parce qu'en fait, la technologie, en général, l'intelligence artificielle en particulier, doit être aussi comprise de façon très pragmatique comme des outils de soft et de hard power. Et donc dans le soft power, ce sont aussi des véhicules de normes, de visions, de standards. Or, aujourd'hui, ceux qui ont préempté et même en fait ramassé le marché, ce sont quelques acteurs américains qui donc distillent une vision du monde. Et ce qui est encore plus intéressant, quand on descend encore un peu plus en granularité, c'est qu'entre concepteurs de la Silicon Valley, vous avez des batailles culturelles, et notamment sur la question woke. C'est-à-dire que entre Elon Musk et Sam Altman, il y a toute une espèce de bisbille, alors montée en mayonnaise, mais sur le fait que Elon Musk accuse Altman d'avoir fait de ChatGPT un outil de diffusion des valeurs woke, là où lui, avec Grok et ses développements en IA, va plutôt, disons, traduire une vision du monde anti-woke et qui est le reflet aussi d'une forme de radicalisation d'une partie de l'élite technologique américaine qui penche, pas toutes, mais certains d'entre eux en tout cas, vers l'alt-right. Et donc dans un contexte politique américain de surpolarisation intérieur. Donc vous voyez comment tout ça fait système. Et donc derrière votre petite recette de je ne sais quoi et quand vous vous amusez sur ChatGPT, il y a en fait des systèmes tout à fait invisibles qu'il faut bien avoir en tête pour devenir des citoyens éclairés, voire même peut-être, je l'espère un jour, des citoyens combattants. Donc si on doit caricaturer, qui c'est qui conçoit? Donc des gens de la Silicon Valley. Quand ce sont des outils américains. Okay. On a Mistral en France par exemple. Donc il y a aussi des Français, il y a aussi des Européens qui font ça. Bien sûr. Au stade auquel on est arrivé, ces outils-là sont extrêmement problématiques et complexes d'un point de vue de leur, disons, presque production de leur chaîne de valeur, puisque en amont de l'IA, vous avez la fameuse question des supercalculateurs qui sont eux-mêmes boostés par la très délicate question des semi-conducteurs, qui cristallise, là encore, la rivalité États-Unis-Chine. Les semi-conducteurs, vous savez, c'est micro-puces, et en fait, plus c'est fin, plus en fait, il y a des puissances calculatoires extrêmes, enfin très fortes. Et aujourd'hui, vous avez une espèce de concentration géographique de ce marché-là qui reflète aussi des risques géopolitiques, notamment donc, sur ces deux pôles, États-Unis et Chine. Donc aujourd'hui, les acteurs dominants sont davantage américains. La Chine peut être un tout petit peu à la peine sur les IA génératives, puisque de quelle IA on parle? Là, on parle des IA génératives en particulier. Tu peux nous dire ce que c'est, les IA génératives? C'est tous les outils que vous connaissez par cœur, ChatGPT, etc., DALL-E, Midjourney. En fait, vous allez, à partir de votre interface, vous allez mettre un prompt qui va vous générer un contenu donné qui peut être de la vidéo, du texte, du son, etc. Donc c'est de la génération de contenu à partir de prompts, mais évidemment entraîné sur des données et des datasets plus ou moins larges ou plus ou moins disons génériques ou généraux. Non, mais je voulais te répondre sur Mistral. Donc oui, donc la difficulté, c'est pas d'avoir les modèles de fondation. Ils étaient publics et c'est Google qui dès 2017 les avait d'ailleurs mis en open science, disons, enfin étaient disponibles. Non, la question, c'est davantage la question industrielle, c'est-à-dire la chaîne de valeur industrielle qui est derrière et qui, elle, est vraiment ultra critique et une des chaînes de valeur géostratégiques critiques aujourd'hui. Et donc sur la question de Mistral. Donc oui, on sait faire, d'un point de vue, si vous voulez, simplement applicatif, mais si l'enjeu derrière est de se dire que c'est un outil souverain, ça dépend. Ça dépend ce qu'on va appeler souveraineté.
Si c'est la structure du capital, Mistral n'est pas souverain. Quand vous regardez la structure du capital de Mistral, c'est beaucoup de fonds de VC américains, pas exclusivement, mais beaucoup. Donc si c'est ça, c'est pas tout à fait ça la souveraineté. Ou alors il faudrait vraiment voir le détail juridique du droit de regard des investisseurs dans Mistral. Si la question c'est un outil purement franco-français qui va être déployé lui-même à partir de plateformes et de cloud souverains français, c'est toujours pas le cas. Il déploie à partir des hyperscalers américains, dont Microsoft, mais aussi Google. Si la question est, dans la façon dont ils sont entraînés, dans les données qu'ils injectent dans le modèle, ils vont insuffler, ils vont véhiculer une vision davantage européenne ou française, sur la base de corpus davantage entraînés sur, disons, des textes, des contenus franco-français, ça peut devenir un peu plus, disons, souverain, ou en tout cas une contrebalance d'outils davantage anglo-saxons. La vérité, c'est qu'en fait, en termes de déploiement et en termes économiques et même de business, tout simplement, vous avez aujourd'hui des solutions hybrides où vous allez pouvoir à la fois jouer avec OpenAI, avec ChatGPT, avec les GPT, avec Mistral, et en combinant tout ça. Donc la question de la souveraineté, elle est ultra passionnante, parce que c'est à nous, d'une certaine façon, de se demander à quoi elle renvoie aujourd'hui. Elle commence où, elle s'arrête où et sur quels critères. C'est pas très évident. Ces développeurs d'intelligence artificielle, d'après toi, quelles responsabilités ils ont? Parce que ça a des impacts sociétaux. Oui. Sociaux et sociétaux. Donc, quelles responsabilités ils ont, ces développeurs? Qu'est-ce qu'ils disent? Et je pense que ça va aussi avec leur idéologie. Les développeurs, les géants technologiques. Alors sur l'impact social, donc là c'est la question du travail. C'est probablement la principale question qui aujourd'hui agite tout le monde. Eux ont un discours globalement assez, disons, maximaliste. Quand on écoute Sam Altman, lui, il est déjà en train de préparer, dans une vision très marxienne d'ailleurs, une forme de post-capitalisme. Donc il travaille très très dur à développer ces IA générales, les intelligences artificielles générales, qui tout d'un coup, et plus elles seront sophistiquées, plus en fait elles pourront créer elles-mêmes de la valeur avec donc cette élite-là, lui-même et ses comparses. Et donc pour maintenir une forme de paix sociale, on redistribuerait donc un revenu universel de base à nous autres, la plèbe, pour qu'on s'entretue pas et qu'on s'en foute pas plein la tronche, pour qu'eux puissent continuer à créer cette valeur-là. Bon, aujourd'hui c'est de l'ordre du discours, c'est du narratif. La question, c'est plutôt de se dire quels sont les rapports un peu sérieux qui sortent. Le dernier que j'ai en date, mais il y a une bataille des rapports, il y a une bataille des chiffres, et la vérité, c'est que personne n'a de boule de cristal. Mais le dernier rapport un peu sérieux, c'était l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, cet été, enfin été 2023, qui avait sorti une étude qui parlait de 5% de perte ou de destruction nette vraiment, d'emplois. Après, ça a été un peu remis en cause. Deux ou 3 ans avant, il y a eu le rapport de la Banque mondiale qui parlait ou qui évoquait des taux beaucoup plus importants. Donc, à la question de est-ce que ça va être une casse sociale ou est-ce que quand on regarde dans le rétroviseur, c'est-à-dire les vagues d'automatisation qu'on a vues au Japon et en Allemagne, qui ne se sont absolument pas du tout traduites par du chômage de masse, est-ce qu'on sera plutôt sur de l'incrémental et plutôt de l'upscaling, du reskilling, ou est-ce qu'on va être sur une casse sociale avec des espèces de trucs qui va nous mener au bord de la guerre civile? Je n'en sais strictement rien. Mon intuition me dit que la vérité sera plutôt entre les deux, et qu'en réalité, à la question de qu'est-ce qui va se passer, je le dis comme je le pense, je trouve que c'est une très mauvaise question et que c'est pas la bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la question de ce qui va se passer, tout dépendra de nous. Le futur n'est pas quelque chose, ou l'avenir n'est pas quelque chose qui nous est imposé ou qui nous tombe comme ça sur la tête. C'est une fabrication collective et politique. Donc en fait, en fonction des décideurs politiques qu'on a, en fonction de l'anticipation du risque qu'on aura faite, en fonction de l'accompagnement et des stratégies de politique publique sur ces questions-là qu'on aura faites ou pas faites, en l'occurrence en France plutôt pas faites, eh bien vous aurez une catastrophe sociale ou quelque chose qui est plutôt de l'ordre des augmentations de productivité, de croissance.
à réconcilier avec une toute autre problématique, tout aussi globale et tout aussi transverse, qui s'appelle la transition écologique ou la question environnementale. Mais ça s'appelle de l'évaluation de politique publique. Ça s'appelle pas boule de cristal, ça s'appelle pas Irma et ça s'appelle pas Altman. Et de ce point de vue-là, on est dans un vide politique qui est assez sidérant, moi je trouve, et sidéral. Donc on va parler de futur, on va parler aussi de climat. J'ai un dernier mot que j'aimerais que tu nous définisses, qui est quand même le titre de ton livre, c'est technopolitique. C'est quoi ce terme ? Je définis technopolitique. Technopolitique, c'est un titre qui était absolument pas du tout intuitif et sur lequel mon éditeur, franchement, n'avait pas du tout parié un copec. Et j'y tenais quand même. Du coup, il s'est dit, on va lui rajouter un sous-titre parce qu'elle va pas y arriver. Et technopolitique, c'était la volonté de dire que la question technologique. J'ai essayé de trouver en un mot, mais c'est un mot qui existe. C'est quelque chose que vous allez retrouver beaucoup, notamment dans la littérature anglo-saxonne du tournant des années 2010, pour, vous savez, à un moment donné, expliquer ou décrypter le mouvement des révolutions arabes et quand les réseaux sociaux notamment étaient devenus des outils de canalisation et d'organisation de mouvements sociaux et de revendications. Et ce qui n'est absolument pas du tout ni mon sujet ni mon propos. Mais c'est juste pour dire que le terme technopolitics existait. Donc je me le réapproprie, je le prends et je le redéfinis à ma sauce. Et pour moi, technopolitique, c'est juste ce mot qui essaye d'expliquer en quoi la technologie est d'abord et avant tout politique. Et en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est simplement qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte et avoir un tout petit peu de culture générale. C'était Heidegger. Heidegger, très vite, va dire, mais en fait, l'essence de la technique n'est pas technique. L'essence de la technique est anthropologique et donc politique. Et il n'y a rien de nouveau. Ça reste toujours tout aussi vrai. La question technologique est d'abord politique, géopolitique. Et donc, c'était de dire comment est-ce que j'arrive avec mes références qui peuvent être disparates dans telle ou telle discipline en fonction du besoin que j'ai de développer ou de démontrer tel ou tel point. Eh bien, vous allez avoir des enjeux démocratiques, des enjeux de souveraineté, des enjeux de relations internationales et de power politics qui vont se mettre en place et se structurer autour de cette question-là, d'une part, et en particulier autour de ces acteurs-là. Et c'est là que je trouve la question encore plus, disons, passionnante et intéressante. Donc, technopolitique, c'était cette tentative de synthétiser en un mot le fait que la technologie n'est pas technique. Enfin, pas que. Tu parles justement d'une redéfinition des pouvoirs entre les big tech et les big states. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette dynamique qu'il y a entre ces grandes entreprises technologiques que tu évoques, donc un OpenAI, tu as parlé d'Elon Musk, de Sam Altman. Donc, la dynamique entre ces grandes entreprises techno et les États. Oui. Quels sont ces liens ? Qu'est-ce qui se passe ? Ambivalent. En gros, si on devait faire un parallèle avec les relations amoureuses, ce serait une espèce de relation de codépendance toxique. Alors, ça serait un peu ça l'histoire. Et c'est important d'avoir cette image en tête parce que pendant longtemps, moi, ce qui m'avait beaucoup hérissé quand j'étais entrée dans ce sujet-là au début, j'ai commencé moi à travailler ça un peu en dilettante au départ, et puis après ça s'est un peu plus professionnalisé, on va dire. Mais en 2016-2017, donc quand je faisais un peu mon travail en autodidacte, de veille, de lecture, d'intérêt, d'essayer de comprendre de quoi ce sujet causait, il y avait donc à ce moment-là tous ces rapports, ces notes, ces articles qui vous expliquaient que les géants technologiques, les tech giants, donc surtout pas GAFAM, parce que c'est vraiment ultra réducteur. Mais, et puis ça invisibilise tout un tas d'autres acteurs, tout aussi structurants, mais qui ne sont pas dans l'acronyme. Donc ces géants technologiques, donc les Google, Amazon, Apple, Microsoft, Altman, Musk, mais aussi Palantir, mais aussi Anduril, mais aussi Clearview, que vous n'avez pas forcément en tête et qui ne sont pas forcément dans l'acronyme, mais qui posent des questions politiques éminemment importantes. Donc bref, tous ces acteurs-là, comment est-ce que... Non, ce qu'on voyait apparaître, c'est que ces GAFAM, à l'époque, présentés comme ça, allaient se substituer aux États. C'était la fin de la souveraineté, la fin des États. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phase-là où tout le monde racontait que c'était la fin de tout, la fin du pacte westphalien, que c'était en gros la fin du monde. Et en fait, pas du tout. La nature de la relation entre États et géants technologiques est beaucoup plus ambivalente et ambiguë et complexe que ça. Et en fait, c'est beaucoup de coopération, notamment dans le champ défense et régalien. Et quand vous regardez l'explosion
vraiment la courbe exponentielle de la commande publique de la NASA, du Pentagone, du DoD aux États-Unis vers les acteurs technologiques de la Silicon Valley et en particulier vers les géants technologiques, c'est juste affolant. Et d'ailleurs, ça a continué à s'accélérer là en 2024. Donc en fait, l'État américain est un des marchés les plus stables et même les plus sûrs de ces acteurs-là. Donc il y a une coopération d'abord. Et ensuite, il y a une tentative aussi de l'État, en retour et en miroir, de les garder un tout petit peu sous contrôle par l'appareil, disons, légal ou juridique. Et là, vous le voyez beaucoup plus précisément sur la question de la désinformation, des écrans, des réseaux sociaux. Vous allez avoir des actions même en justice ou les fameuses auditions dont tout le monde probablement a les images en tête de Zuckerberg robotique qui présentait des excuses, ou l'hystérie autour de TikTok, ou encore, dans un autre champ, l'antitrust aux États-Unis qui va essayer de contrôler un peu les abus de position dominante éventuels. Pourquoi ? Parce que ça reste géopolitique. Un modèle monopolistique ou oligopolistique est très intéressant pour en fait aller conquérir le monde et être un outil de projection de puissance pour les États-Unis, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il bride l'innovation qui, elle, est aussi un attribut de la puissance d'un État. Donc ils sont dans cette ligne de crête et dans cette recherche d'équilibre. Et de ce point de vue-là, les géants technologiques, avec leurs outils, que tu évoquais très justement, IA, satellites, etc., câbles sous-marins aussi, en fait, sont des outils aussi de projection de puissance, et même dans le cas de conflits ouverts, Ukraine, Gaza, peuvent même être en fait des bras armés technologiques d'un certain nombre de pays. Tu as un exemple sur l'Ukraine et Gaza ? Starlink, Microsoft, Google, Amazon. Oui, ce sont des acteurs militaires de premier plan dans le champ cyber, mais aussi dans le champ physique, de façon ouverte. Je veux dire, il n'y a pas de... Et pour terminer sur cette réponse-là, j'en étais arrivée à la conclusion de dire, et qui va toujours revenir à la question de la souveraineté. J'ai développé dans Technopolitique un concept qui s'appelle Big State. Et j'en avais besoin pour essayer de comprendre comment, en fait, des États, empires, souvent, enfin très grands, puissants, États-Unis, Chine, mais pas que, vous avez aussi Israël ou la Turquie, ou même... En aspirant Big State, l'Inde dans une certaine mesure, en fait, construisent leur stratégie de puissance nourrie, alimentée par les acteurs technologiques privés, américains ou pas. Et vous remarquerez que les Big Tech, côté américain, mais en miroir, côté chinois aussi, ils s'appellent les BATX, mais pas que. Vous avez tout un tas d'autres acteurs autour dans l'écosystème d'innovation chinois. En fait, sont dans cette coopétition, disons même, avec leur État. Et donc, ce concept de Big State, c'est de dire que finalement, il n'y a que des Big State avec un très fort interventionnisme économique. Ce ne sont absolument pas du tout des économies libérales, et surtout pas les États-Unis, ou pas que, où c'est beaucoup plus ambigu et beaucoup plus complexe que ça, avec du capitalisme politique, avec des textes extrêmement forts de relocalisation, de blocage du camp adverse, ou pour freiner leur développement, de fléchage, de subventions, etc., interviennent de façon extrêmement forte dans le secteur technologique. Et donc ces big states-là, eux, font émerger des big tech. Et donc la question est, dans cette nouvelle équation, disons, technopolitique, il est clair que l'Europe et la France ne constituent pas aujourd'hui des big states, puisque nous n'avons pas clairement de big tech. Et donc à la question de doit-on être un big state, moi je ne crois pas qu'on en ait les moyens. Donc c'est de se dire, à partir de là, quelle est la stratégie pour exister quand même en ayant raté un certain nombre de virages. C'est quoi les risques de ces liens, de ces dynamiques sur nos libertés, sur les démocraties ? Un des dilemmes de ces technologies-là, qui sont des technologies de l'hypervitesse, et même, moi j'appelle ça la symbiose, c'est-à-dire que toutes les représentations politiques qu'on avait jusque-là, héritées du XXe siècle, parce que ce sont des constructions d'abord, nos représentations, les frontières entre public-privé, entre civil-militaire, entre le vrai et le faux, entre le virtuel et le réel. Donc toutes ces frontières-là qu'on croyait absolument fixes
inamovibles, éternelles. En fait, on se rend compte qu'elles s'écroulent, elles sont liquides, elles sont poreuses, elles ne sont plus opérantes. Et on n'arrive pas à embrasser, en tout cas en Europe, les big states, si. Les big states l'ont compris. Ils ont des complexes techno-militaires, ils ont de la fusion civile-militaire, le public et le privé travaillent ensemble, etc. Mais parce qu'ils sont big states. En Europe et en particulier en France, on a une énorme difficulté mentale, j'ai presque envie de vous dire psychologique, à accepter la fin de ces dogmes-là. Et donc, vous avez toujours cette résistance culturelle. C'était quoi ta question ? Quoi qu'il en soit, c'était intéressant. Quels sont les risques sur nos libertés? Ah oui, donc les risques sur la liberté. Donc, le problème de la symbiose, c'est que si vous la refusez, vous êtes en déni permanent, et si donc vous ne l'accompagnez pas, ça donne très concrètement des problèmes comme la désinformation, les écrans, l'industrialisation des luttes informationnelles, des manipulations cognitives, etc. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte très peu cher. Sur le darknet, pour sortir, vous savez, une espèce de deepfake pas trop dégueulasse, ça coûte... Il y a eu un rapport d'une boîte de cybersécurité qui était allée faire son benchmark, ça coûte entre 300 et 20 000 $. Pour un État... ou pour un groupe cybercriminel, c'est que dalle. Donc en fait, on a complètement abaissé le coût de l'usage malveillant et même géopolitique de déstabilisation avec ces outils-là. Donc le premier risque est celui-là. Il est démocratique, c'est un gros mot. Il est celui de la déstabilisation depuis son intérieur, d'ailleurs, de nos modèles et de nos systèmes politiques et de nos sociétés. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, il est beaucoup plus interne et il est beaucoup plus intéressant, intellectuellement, j'entends. C'est que quand vous avez des outils de puissance qui sont tels, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces technologies-là, elles sont duales, c'est-à-dire qu'elles sont civiles et militaires à la fois. Ce que vous avez dans votre poche, ça s'appelle un smartphone, qui vous donne accès à des apps, dont des réseaux sociaux, qui sont très sympas pour faire tout ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas ce que vous faites dessus, et ça vous regarde bien. Mais en même temps, sachez que c'est aussi des armes de guerre, et notamment de guerre cyber-hybride. Les manipulations, les désinformations, les surpolarisations, enfin, tout ce qui est en train de se jouer. Donc il va falloir avoir une conscience extrêmement aiguë de l'usage que vous avez, d'outils, de cette militarisation de ces technologies-là, qui sont aussi civiles. Ça, c'est le premier élément de réponse. Pourquoi je le dis ? Parce que ces outils de projection de puissance, qui sont donc pratiquement sans limite à quelques textes réglementaires près, mais dont moi je doute énormément de l'efficacité réelle et structurante, en fait, donc ces technologies qui sont duales, elles peuvent être aussi mises au service de l'État. Et donc, la projection de puissance, c'est quand vous allez avoir des outils que vous allez projeter sur d'autres pays, dans d'autres frontières, au sein d'autres frontières, pour en fait véhiculer telle ou telle chose. Soft, hard power, on y revient. Mais l'autre dualité, c'est que tout d'un coup, vous pourriez très bien retourner ces outils-là contre votre propre population. Et regardez un peu ce qui se passe pour les JO, par exemple. Pour assurer un niveau de sécurité qui nous est présenté comme étant demandé par la population, vous avez aujourd'hui un quadrillage de l'espace public par tout un tas d'expérimentations qui sont extrêmement problématiques du point de vue des libertés fondamentales, des droits et même des contre-pouvoirs. La question n'est pas de se dire d'ailleurs liberté ou sécurité et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Encore une fois, l'équation est, comme d'habitude, toujours très très mal posée parce que moi, entre sécurité et liberté, en gros, si je vous disais si tu préfères papa ou maman, tu as le droit de bien aimer les deux. Tu as le droit d'exiger liberté et sécurité. Or, systématiquement, dans le débat public, on vous demande de choisir votre camp. Non. Donc déjà, il y a ce désamorçage intellectuel de dire, OK, quelle est la soupe qu'on est en train de me servir ? Et donc, comment je la déconstruis pour mieux poser moi-même mon équation, ma problématique. Ça vous appartient à vous, de vous le dire, vous. C'est-à-dire, est-ce que ce qui m'est insufflé du matin au soir, ce qui m'est donné à voir du matin au soir, est posé proprement ? L'équation politique est-elle posée proprement ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une fois qu'on a mieux posé la question, c'est de se dire, c'est pas c'est bien ou c'est mal.
Encore une fois, c'est pas toujours de tomber dans des binarités simplistes, c'est plutôt de se dire où sont les curseurs, où sont les contre-pouvoirs, où sont les rendements de compte démocratiques. Et aujourd'hui, la CNIL, qui est censée justement être en charge qui était historiquement plus exactement en charge de prendre ce contre-pouvoir et de protéger les données personnelles, l'espace public, etc. En fait, ses prérogatives et sa capacité à être ce contre-pouvoir ont été au fur et à mesure complètement diluées. Et donc aujourd'hui, elle est davantage finalement une agence consultative. Donc ça pose des questions éminemment importantes. Et moi, ce qui me sidère, c'est le manque de réaction des Français en général sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'à part 3 hurluberlus qui se battent, qui sont en fait des ONG, des associations type la Quadrature du Net, quelques juristes qui vraiment disent mais en fait, si on veut continuer à avoir une identité politique propre qui s'appelle démocratie libérale, parce qu'en plus on a intérêt à la réaffirmer, parce que notre modèle est chahuté dans le monde aujourd'hui, dans un monde qui est devenu multipolaire, eh bien, à part eux, je vois très peu de gens s'émouvoir, se poser les questions, venir renforcer ces questions-là. C'est pas de faire du militantisme, c'est plutôt d'être un citoyen acteur de la cité et de se dire quel est le modèle politique que je veux, quel est l'équilibre des pouvoirs que je souhaite, est-ce qu'on souhaite vraiment, sous prétexte d'expérimentation, commencer à généraliser petit à petit en fait la militarisation de l'espace public. Je vous soumets la question puisque je vous ai sous la main. Tu parles de nous, individus, de nos armes de guerre aussi dans la main, donc c'est assez perturbant aussi quand tu le dis comme ça. Il y a un certain nombre de dirigeants d'entreprises dans cette pièce, j'en fais partie, et nos entreprises, elles ont quelle place dans tout ce schéma? Je te parle justement d'un truc où on n'est pas des big tech, où on ne travaille pas forcément dessus, et pour autant on est là. Il y a plusieurs choses. Toi, tu es entrepreneur, par exemple, mais avant d'être entrepreneur, tu es une citoyenne. Mais ça infuse, parce que tu restes une et indivisible. Donc, dès l'instant où tu deviens une citoyenne éclairée, je te prends comme exemple parce que pour vraiment faire la preuve du concept. Mais si tout d'un coup tu comprends l'ambivalence, la dualité, la nature de ce choc technologique, de tous ces outils-là, qui sont absolument pas neutres, de tous les angles qu'on a évoqués ce soir, tu as déjà pris conscience de quelque chose. Tu es déjà passé d'un stade passif à un stade un peu actif déjà dans ta prise de conscience citoyenne. Et après, appliqué au côté entrepreneur, il y a plusieurs choses. Tout dépend de la taille. Si on est sur disons du bassin ou du tissu local, c'est la question de l'impact que vous allez avoir sur votre environnement immédiat. Ça peut être la qualité de votre travail, ça peut être l'accompagnement de vos collaborateurs sur l'utilisation de ces outils, ça peut être la prise de conscience de tout un tas d'enjeux, par exemple la question de la cybersécurité qui est fondamentale et qui doit se jouer à cette granularité-là. Parce qu'on ne va pas pouvoir mettre quelqu'un de l'ANSSI derrière chaque PME, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il y a une espèce de prise en charge de soi et de sa propre sécurité cyber à avoir. Donc il y a toute cette montée en compétence du citoyen d'entrepreneur sur ces questions-là. Et puis après, il y a la question des hygiènes cognitives qu'on peut avoir. Tout à l'heure, Dominique parlait de toutes les initiatives locales qu'il menait et qu'il organisait autour des livres physiques. Et ça, c'est quelque chose à ne jamais oublier parce qu'on est complètement obnubilé par la question des écrans. On est en permanence derrière un écran, moi la première, parce qu'en fait, il n'y a pas de culpabilité d'ailleurs à avoir là-dessus, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces outils-là sont des outils système. Il n'est pas du tout question d'aller convoquer la Boétie, sans d'ailleurs jamais l'avoir lu, pour expliquer que c'est de la servitude volontaire. C'est absolument débile. Débilissime. Je sais qu'il y a plein de philosophes en France qui vous l'expliquent. Je trouve que c'est complètement con. Mais enfin, et c'est n'avoir pas compris ce qui est en train de se jouer en fait autour de ce système-là. Mais donc c'est la prise de conscience. 2, comprendre à quelle échelle tu joues. Si tu joues à une échelle locale, c'est la question de qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise sur un certain nombre d'items, la question de la cyber, la question de la montée en compétences, du bon usage de ces outils. La question, c'est jamais de dire oui ou non, avec ou sans. Non, c'est comment je fais bien, comment je fais au mieux. C'est pas la même question qui se pose. Et puis après, il y a l'impact sur le travail, l'impact sur l'emploi, l'impact sur le bien-être. Ça peut être aussi quand vous avez la possibilité d'avoir justement des réunions, je reviens à Dominique, de le physique
de lieux physiques avec des objets physiques. Je faisais un débat il y a quelques semaines de ça au Festival du Livre à Paris. Et donc on m'avait mis en débat avec un romancier, un auteur de science-fiction, enfin ou plutôt de romans d'anticipation, et qui s'appelle Benjamin Fogel. Et je ne savais pas du tout ce que la discussion allait donner, parce que moi je viens des sciences politiques ou de la théorie politique, et puis lui il crée des imaginaires, il crée des univers. Et on est très vite arrivé au consensus partagé par lui et moi que d'une certaine façon nos vies numériques, ce qui est en train de se passer dans la sphère technologique sur laquelle on passe énormément de temps, est en fait devenu la nouvelle norme et qui est, disons, caractérisée par la question de la transparence. Vous ne mentez pas à Google. Vous n'avez pas que ça à foutre. Ou alors vous êtes complètement psychopathe. Ou alors vous n'avez rien à faire de votre vie, ce que je ne crois pas. Donc en fait, vous êtes absolument transparent. Votre double numérique est absolument transparent pour les algorithmes et donc les géants technologiques ou les États sur les questions technosécuritaires. Donc peut-être qu'à l'inverse, les pages de résistance, là où se joue la complexité, là où se jouent les liens, là où se joue le collectif, là où se jouent les combats, c'est en fait dans la vie réelle. Avec des rencontres, avec des lieux physiques et avec des objets physiques. Et j'ai trouvé cette compréhension et cette inversion de la norme en se disant que paradoxalement, on recrée du lien et on repolitisait de la question par la vraie vie, qui devient la vie résistante, pas du tout dans une dynamique révolutionnaire, mais résistante pour maintenir une forme d'humanité qui pourrait s'hybrider plus intelligemment avec tout ce qu'on fait sur toutes ces plateformes technologiques. Et donc j'ai trouvé l'idée très belle, et donc elle est devenue une de mes conclusions favorites. Merveilleux. On a parlé de ce oui, c'est un grand défi. Bien sûr que la technologie, bien sûr que tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est un grand défi. Il y en a quand même un autre de grand défi, c'est le climat. Oui. Et alors là, quand je les mets l'un en face de l'autre, les technologies et le climat, je me demande comment on fait, qu'est-ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est plusieurs choses. Aujourd'hui, par exemple, se pose la question de la durabilité, on dit ça comme ça ? Le côté soutenable, disons, de l'expansion, de la croissance des modèles, par exemple des IA génératives, parce qu'elles sont extrêmement consommatrices de données, donc de stockage de données. Et puis on arrive aussi même à une espèce de pénurie de la data à un moment donné. Je veux dire, donc ces modèles qui vous sont, disons, présentés, vendus comme étant magiques, absolus, sans infini vers l'univers, là, en fait non, ce sont des modèles absolument finis. Ils s'inscrivent dans une finitude de la donnée, mais aussi de la consommation énergétique, des data centers, de l'eau, etc. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, pareil, c'est pas un truc magique. Vous avez besoin de germanium, de gallium, de silicium. Et ça, c'est la Chine qui est en quasi-monopole, disons, en tout cas en position dominante sur cette production-là. Elle est en goulot d'étranglement mondial sur ces questions-là. Et quand les États-Unis ont lancé leur vague, disons, de restrictions à partir de 2022, d'exportation d'actifs, disons, stratégiques ou de puces vers la Chine pour bloquer son développement, en 2023, la Chine a rétorqué en disant très bien, nous, on ne va plus vous exporter ce dont vous avez besoin pour produire vos chips. C'est simple, c'est de la coercition. Et ils auraient eu tort de se priver de ça. Donc en fait, la question matérielle de la finitude des matières premières est fondamentale. La question de la consommation énergétique est vraiment aussi à regarder de très près. Pareil, c'est exactement comme sur la question du travail. Il y a plein de rapports, plein de notes, plein de lobbies. C'est pas mon cœur de métier, moi, la question climatique, mais pour ceux que ça intéresse, il faut vraiment regarder un peu les différents rapports et surtout les comparer entre eux et comparer les méthodologies de mesure. Mais il y a un énorme, évidemment, sujet en jeu sur la question de la consommation énergétique de ces modèles-là, énergétique et d'eau. Et quoi te dire d'autre ? Non, et enfin, d'un point de vue beaucoup plus, disons, systémique, oui, nous sommes dans une forme de schizophrénie du système où à la fois on vous dit que de solutionnisme total, permanent, une espèce de croyance scientiste que tous ces outils-là sont absolument géniaux et qu'il faut absolument continuer à les développer, sans jamais d'ailleurs se poser la question de les développer pour quoi faire, la technologie pour
Quoi faire ? On ne sait jamais. C'est l'innovation pour l'innovation, une espèce de système qui tourne sur lui-même de façon un tout petit peu absurde et kafkaïenne, mais c'est une question fondamentale, c'est une question politique. Et on revient donc à ce que je disais tout à l'heure, sur pour quels usages, les développements de quelle IA pour quels usages. Et la question politique plus intéressante, c'est d'abord de se dire, attends, quel est mon projet ? C'est quoi mon objectif à la fin ? C'est pas d'avoir des IA. J'espère que vous avez plus d'ambition que ça, et plus d'élan de vie et de libido que juste avoir des IA. Donc quel est le projet ? Est-ce que c'est du plein emploi ? Est-ce que c'est des territoires zéro carbone ? Est-ce que c'est de l'égalité ? Est-ce que c'est de la justice ? Quel est votre projet ? Comme dirait l'autre, c'est mon projet. Et à partir de là, vous voyez comment les outils peuvent aider ou pas tel ou tel projet. Et c'est pas du tout les questions qu'on se pose, et on se les pose très certainement pas comme ça. Et ça, c'est un énorme problème intellectuel pour moi. Et donc, il y a une schizophrénie du système de ce point de vue, parce que vous avez des injonctions contradictoires du matin au soir. Ouais, zéro carbone, le climat, c'est affreux, etc. Et en même temps, bah oui, on continue à l'innovation pour l'innovation. Enfin, à un moment donné, il va falloir faire la paix avec soi-même. Les big tech, justement, on a parlé de leur idéologie. Eux, le climat, c'est quelque chose qu'ils prennent en compte. Est-ce que quand tu parles d'un Elon Musk ou d'un Sam Altman, comment ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est quoi l'idéologie derrière ? Un Musk n'est absolument pas du tout climato-sceptique. Un Peter Thiel de Palantir est ultra climato-sceptique. Donc ça, c'est sur les idéologies. Altman, je ne le crois pas climato-sceptique. Après, il y a dans les géants technologiques plus normalisés, qui sont devenus vraiment des industries, disons, et des infras, je pense à Apple, Google, etc. Eux, ils ont une vraie politique avec une vraie communication sur l'équilibre de la consommation énergétique de leur device. Il y a aussi la question de l'obsolescence programmée. Donc, il y a une prise en charge du sujet. Il y a, dans leur rapport annuel, vous trouvez énormément de communication très chiffrée sur leur consommation qui est à net zéro, quoi. Enfin, ils arrivent en tout cas à prouver qu'ils ne consomment pas plus que ce qu'ils produisent ou l'inverse. Mais voilà. Ça veut dire que d'après toi, ces géants de la tech, ils peuvent s'autoréguler tout seuls parce qu'ils ont conscience de ce qui se joue dans le climat ou dans d'autres choses ? Personne ne s'autorégule. Les relations, les histoires intéressantes qui se racontent, elles se racontent toujours dans la conversation, donc dans la négociation, dans la transaction. C'est-à-dire que vous allez avoir et c'est un peu moi ce que j'essaie de pousser, c'est les géants technologiques ne sont très certainement pas à diaboliser. Ce sont aujourd'hui des acteurs systémiques. Ce sont des stakeholders, ce sont des parties prenantes à part entière. Ce sont des acteurs qui sont, oui, des entreprises privées, et c'est là où ça pose un problème de statut juridique, mais c'est aussi des entités géopolitiques, militaires, idéologiques, politiques. Donc ce serait absolument un non-sens. Enfin, moi, en tout cas, je suis arrivée à cette conclusion que ce serait un non-sens de faire sans ou de les bypasser ou être dans la coercition permanente par rapport à des États qui sont plutôt sur, disons, ce que je disais tout à l'heure, cette ambivalence ou cette ambiguïté de la relation, enfin, ou plutôt des enchevêtrements et des intrications assez profondes entre les deux. Donc la question, c'est plutôt de se dire où sont nos enjeux, où sont les pouvoirs, les contre-pouvoirs, et comment est-ce qu'on discute en bonne intelligence. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, celui qui a développé ce concept, je vous le donne dans le mille. Et d'ailleurs, je tiens cette idée de lui. Simplement, moi, j'essaie de l'approfondir et de l'emmener politiquement loin. Là, lui, il a sorti le mot, ça a fait pchit. C'est Emmanuel Macron. En 2017, il va accueillir le Global Internet Forum, je crois, à Versailles. Et à ce moment-là, il y avait tout le problème. Il y avait Cambridge Analytica. C'était la visite de Zuckerberg sur tapis rouge à Versailles, qui avait choqué plus d'un d'ailleurs, parce qu'on venait de découvrir tout d'un coup que ces acteurs-là étaient reçus au même titre que des chefs d'État. Depuis, ça s'est normalisé, mais c'était une des premières fois. Et Emmanuel Macron avait eu cette bonne intuition de dire il faut qu'on entre dans l'ère de la co-régulation. D'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus dans les Échos, parce que ça m'avait ultra intéressée. D'un point de vue du changement de paradigme, de voir les choses un peu autrement, d'avoir une forme d'innovation politique ou de la pensée politique, j'avais vraiment, sincèrement, trouvé ça très intéressant. Et donc, je le crois vraiment. Alors, lui a complètement lâché l'affaire. Enfin, en tout cas, il ne l'assume plus. Aujourd'hui, on parle de souveraineté.
on est en plein de choses France. Donc Microsoft et Amazon, je crois qu'ils vont investir quelque chose comme 6 milliards de dollars en France sur des data centers, sur de la recherche et développement, etc. Donc en fait, ce sont des budgets d'État. Le dernier rapport de la commission IA, c'était 5 milliards qu'ils demandaient, enfin, qui devaient être redispatchés. Donc en fait, on est sur des ordres de grandeur pratiquement supérieurs à ce que la France sait mettre sur la table. Donc dès l'instant où on a compris ça, on comprend que ce sont des acteurs politiques avec lesquels il faut qu'on discute. Donc, après, c'est de se dire quels sont les termes de la discussion. La question de la souveraineté, la question de l'extraterritorialité du droit, la question des contre-pouvoirs, la question de la co-gouvernance, et selon quel terme, selon quelle architecture démocratique ou politique. Et on n'y est pas encore tout à fait. Alors justement, on va arriver au futur. Tu nous as donné déjà quelques clés du futur qui pourrait être désirable, éthiquement, politiquement, démocratiquement, que ce soit à une échelle globale ou plutôt locale, puisqu'on en a parlé aussi. Pour toi, c'est quoi le futur désirable dans ce monde avec ces technologies? Le futur désirable, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire, savoir mieux poser les questions. 2, c'est une espèce de repolitisation de chacun. C'est-à-dire que je sais que c'est une époque un peu difficile où on est sursaturé, on saute de catastrophe en catastrophe, de cataclysme en cataclysme, qu'une partie des Français, d'ailleurs, se détournent de l'information. Il y a une espèce de saturation et de fatigue qui fait qu'il y a eu une étude de l'IFOP en mars qui était assez intéressante là-dessus. Mais il ne faut pas céder à sa fatigue. Parce qu'être fatigué, c'est avoir déjà lâché l'affaire. Et donc, si vous lâchez l'affaire, l'histoire, elle va s'écrire, mais elle va s'écrire juste sans vous. Donc, c'est bête. Et au contraire, c'est un moment d'histoire, c'est un tournant qu'on est en train de vivre, c'est un changement d'époque, et c'est là où on a besoin de tout le monde. Donc, il y a cette prise de conscience politique individuelle, d'abord, pour qu'elle devienne collective ensuite, de ces enjeux-là. Et ça, c'est fondamental de ne pas se laisser aller. D'avoir une exigence vis-à-vis de soi, une éthique vis-à-vis de soi-même, de ne pas rester des animaux passifs, mais d'être des citoyens actifs. Ça, c'est quelque chose d'ultra fondamental, ultra fondamental. Tout à l'heure, je disais, la Boétie, c'est débile, cette histoire de culpabilité. Certes, c'est vrai, vous n'avez pas à être coupable. En revanche, vous êtes responsable. Ça, c'est clair aussi. Donc, et chacun l'est. Et chacun va avoir une contribution particulière. Tu me demandais pourquoi j'ai écrit ce livre. Pas du tout comme experte. Je l'ai écrit comme citoyenne qui a besoin de poser quelque chose dans un monde relativement chaotique, mais avec des mots, avec des systèmes, avec des grilles de lecture qui permettent tout d'un coup de se réapproprier ce monde-là, se réapproprier des clés de lecture, se réapproprier une compréhension du monde. C'est redevenir acteur de ce monde-là. Rien que par les idées et rien que par les mots, déjà et dans un premier temps. Et puis enfin, de façon beaucoup plus, disons, réelle politique, c'est la question de la gouvernance des géants technologiques. Et moi, vraiment, j'ai un problème avec le statut. C'est-à-dire que mon problème n'est pas qu'ils existent, mon problème n'est pas ce qu'ils font. Moi, mon problème, c'est ce qu'ils sont, dans leur essence. Et ce qu'ils sont, ce sont des entreprises privées qui rendent des comptes au marché. Quand elles sont cotées, quand elles sont sorties de la cote, comme X, Twitter par exemple, elles ne rendent plus des comptes qu'à elles-mêmes. Or, ce que je vous disais aussi, c'est que ce sont aussi des acteurs et des entités politiques, géopolitiques, militaires, blabla. Bon, je ne vous refais pas la chanson. Donc dès l'instant où on a compris que c'était devenu des entités hybrides et des parties prenantes aujourd'hui des nouveaux équilibres du monde et des démocraties, il faut les traiter comme tels. Et aux États-Unis, il y a un débat qui est ultra passionnant, qui a été à un moment donné évoqué à l'occasion d'un procès d'une famille contre Google, mais que moi j'avais trouvé assez passionnant, qui était de dire, en fait, et si on envisageait les géants technologiques comme, pardon pour le terme anglais, mais des common carriers, c'est-à-dire des transporteurs publics. Si on change notre perception de ce qui se passe, c'est-à-dire si on admet et si on part de l'hypothèse de travail que ce sont des infrastructures d'utilité publique, mais qu'elles sont aujourd'hui privées, à ce moment-là, c'est le statut juridique des concepteurs et des propriétaires qu'il faut changer, et donc leur donner peut-être quelque chose
soit à inventer, soit qui existent déjà. En France, on a les partenariats publics-privés. Aux États-Unis, il y a cette histoire de ce statut de transporteur public. Ce n'est pas du tout des solutions simples juridiquement. Elles posent plein de questions, mais ce n'est pas parce que c'est complexe qu'il faut donc laisser les choses pourrir par elles-mêmes. Et d'une certaine façon, les réglementations européennes des Digital Services Act, Digital Market Act, sont un embryon de ça. Parce que le signal politique, c'était de leur dire, au sein de nos frontières, vous allez respecter nos règles. Et donc, il y a ce début de réflexion, mais qui n'est pas abouti, qui ne va pas jusqu'au bout de l'idée, qui est de dire, en fait, on va exiger de vous un certain nombre de rendements de compte, de responsabilités, d'actions. Mais je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin que ça, avec cette histoire de encore une fois, poser peut-être les questions autrement. Et donc, la question du statut est très importante pour moi. J'ai une dernière question, Asma. Pour toi, est-ce qu'on est prêt à façonner ce nouveau monde, ou est-ce que c'est ce nouveau monde qui va nous façonner ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que ça va dépendre de nous tous et toutes, de vous. Tu y crois ? On ne me donne pas beaucoup de signes d'espoir. Mais rien n'est fichu, rien n'est perdu, jamais. Rien n'est jamais fichu. Et peut-être que collectivement, on a besoin d'un électrochoc, je ne sais pas. Sincèrement, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que il y a une urgence à ce que chacun redevienne conscient de ce qui est en train de se jouer. Ça, c'est clair. Et ça passe par une qualité, pas 1000, une, la curiosité. Rester curieux, c'est-à-dire rester ouvert à ce qui est en train de se passer. Avoir une curiosité comme une exigence vis-à-vis de soi. C'est une exigence d'humanité, d'une certaine façon. Et c'est cette fatigue, moi, qui me fait très, très peur. Les épaules tombantes, et ça nous dépasse. Non, rien ne vous dépasse. Sam Altman n'est pas plus forcément smart que vous, ou que nous. Mais il y en a qui ont la volonté, il y en a qui ont du désir, il y en a qui ont un rapport au risque, et puis d'autres qui se laissent faire. Et ça peut... moi, ça m'interpelle beaucoup, cette forme de laisser aller, de manque d'exigence vis-à-vis de soi. Si vous êtes curieux, alors, vous avez un livre ici qui s'appelle Technopolitique, écrit par Asma Mala aux éditions du Seuil. Asma, merci. Merci beaucoup pour cet échange. C'est le moment des questions, donc si vous en avez, c'est à vous. Il y a un micro qui va passer, qui est là-bas. Et il y a une question ici. Puis après, là. Alors on va commencer là-bas. Bonjour. Ce que je comprends, c'est que l'IA, les IA, ce sont des outils. Et vous nous encouragez à prendre conscience, à prendre position. Mais il s'agit de prendre position entre quoi et quoi ? Sérieusement ? Oui. Alors, donc vous me demandez de synthétiser ce qu'on vient de se dire. Entre quoi et quoi ? Non, j'ai pas posé la question en ces termes. Justement, j'essaye justement d'évacuer les binarités. C'est prendre position, ou alors, plus exactement, prendre position vis-à-vis de vous. Si vous nous alertez. Oui. Je vous laisse approcher le micro. Pardon. Quels sont les risques pour lesquels vous nous alertez réellement ? Alors, les risques sont, donc si je devais résumer,
Quelles sont les politiques publiques d'accompagnement de ces outils qui sont extra-communautaires? C'est-à-dire que ce sont des outils qui nous sont, qui arrivent. Donc, comment est-ce qu'on les accompagne? Donc, pour quels usages? Pour quoi faire? Ça, c'est la première alerte, qui est une alerte de politique publique et après de projet politique. La deuxième alerte, je l'évoquais, c'est la question démocratique avec les questions de massification et d'industrialisation de la désinformation, avec des outils qui sont civils et militaires à la fois. C'est-à-dire que ChatGPT, ça peut vous faire des trucs très sympas, très cool. Vous allez gagner de la productivité. En même temps, ça peut vous donner la recette de telle arme biologique, de telle cyberattaque ou de telle deepfake. Donc c'est ce risque-là. Et puis mon troisième et dernier risque, c'est un risque d'endormissement généralisé, d'anesthésie collective, qui fait qu'en fait, c'est vos quelques acteurs de la Silicon Valley, quand on est côté occidental, le modèle chinois est légèrement différent, qui vont en fait décider pour vous de à quoi ressemblera le futur, c'est-à-dire l'emploi, la paix civile, les sources d'information, c'est des choses très concrètes. Donc après, est-ce que la messe est dite? Je ne le crois pas. Pas aujourd'hui. Mais si on continue comme ça risque. La deuxième question est ici, s'il vous plaît. Je vais les prendre dans l'ordre. Après, est-ce que vous pouvez relever la main pour les prochaines que je les vois? J'avais vu, OK, là et là-haut. Merci. Merci. Oui, je pourrais faire beaucoup de commentaires positifs sur ce que j'ai entendu, mais ça ne porterait rien. Je m'interroge sur la couverture médiatique. J'entends par là, et bon, il y a plusieurs sujets d'évoquer. Quel est l'impact, le poids de ce genre de prestations, de conférences et de livres par rapport aux grands médias? Si on parle d'environnement, de climatique, etc., j'ai le sentiment, j'espère ne pas me tromper, qu'il y ait une assez bonne encouragement, un assez bon encouragement à réfléchir positivement en tant qu'individu, etc., des grands médias par rapport à la techno-politique, par rapport à l'IA dont j'abonde complètement à dire que c'est que dalle, parce que c'est pas du tout intelligent. Hein. On n'entend rien qui soit à la hauteur de ce que j'entends aujourd'hui. J'ai l'impression que là, les médias jouent pas du tout leur rôle. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, j'abonde 1000 fois. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, parce qu'à un moment donné, moi j'ai fait pas mal d'émissions télé, de plateaux, avant le livre, ces 2 dernières années, pour venir faire toutes ces émissions-là. Et tout était mal posé, mal problématisé. Pourquoi? Si je devais être vraiment constructive dans ma réponse. La question climatique que vous évoquez justement est beaucoup plus ancienne, disons, dans l'apparition de ces termes dans le débat public. La question de l'IA, elle s'est faite en quelques vagues, mais quelques vagues récentes. C'est-à-dire qu'on a eu ChatGPT, mais en fin 2022, donc c'est très récent. Et puis les journalistes sont des journalistes en général génériques ou généraux. Enfin, en tout cas pour les grands médias mainstream, vous avez des journalistes spécialistes, mais bon, c'est pas eux qu'on va entendre le plus. Et puis il y a 10 ans de ça, c'était, je crois, AlphaGo. Et puis 10 ans encore avant, c'était Kasparov. Bon, mais sinon, globalement, il y a aussi le côté... un journaliste, je me demande... Là, franchement, je suis en train je vais dans une réponse que je n'avais pas du tout réfléchie, mais un journaliste est un profil littéraire, je crois, de formation globalement. Or, il y a peut-être le préjugé que ce sont des sujets techniques et donc rébarbatifs. Tout mon sujet à moi, c'est de dire à tout le monde, la techno n'est pas technique. Elle peut l'être pour les data scientists et les informaticiens, et c'est très bien, c'est très cool. Mais globalement, elle nous appartient à tous. Tout ce que je viens de vous dire, est-ce que c'est technique? Non. Et pourtant, ça doit façonner une partie du débat public. Ça le doit, parce qu'il s'agit d'avenir, de futur, de projets, de modèles politiques, de déstabilisation, de géopolitique. Et donc, il y a encore... Mais ça commence. On commence à avoir des émissions qui problématisent, ou d'articles. La presse écrite est par nature toujours un peu plus en avance que les médias télé-radio. Mais
ça commence, mais on ne peut pas exiger la même maturité sur des sujets qui ne sont pas arrivés au même moment, disons. On va continuer ici. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Elle est aussi stimulante qu'inquiétante. Étant journaliste de formation littéraire, je m'intéresse quand même vraiment à cette question des technologies telles que vous la présentez. Donc ma première question, ce serait plutôt sur comment vous voyez l'avenir de la presse avec cette pression énorme des big tech qui sont en train vraiment de fabriquer de la fake news à la chaîne face à des journalistes indépendants qui n'ont pas du tout les mêmes moyens d'y répondre. Comment vous envisagez la presse au XXIe siècle, hein? C'est peut-être une question un peu vaste, mais voilà. Et la deuxième question, ce serait plutôt sur le champ politique. J'imagine que vous connaissez notamment Giuliano da Empoli quand il parle des ingénieurs du chaos et de l'effet des big tech et de comment certains, comme Steve Bannon, se sont servis des big tech pour fabriquer de la polarisation dans le champ politique et donc favoriser, notamment en Europe, l'émergence des partis d'extrême droite. Enfin, voilà, l'effet de ces big tech également, vous en avez un peu parlé en aparté, mais peut-être vous pouvez préciser, à la fois sur le champ médiatique, du coup, sur l'avenir de la presse, et sur le champ politique, par rapport à cette polarisation provoquée par ces technologies. Merci. Juste une parenthèse aussi avant la réponse d'Asma. En complément, on a aussi reçu Fabrice Friss, il y a quelques temps, il y a peut-être 1 an ou 1 an et demi, autour justement de la fabrique des fake news, etc. Il y a un certain nombre d'éléments et vous pouvez le retrouver en ligne. Je ferme la parenthèse. Alors, sur la première question, l'avenir de la presse, c'est un secteur qui est en effervescence et qui est très très inquiet. Parce que c'est un des premiers secteurs à être disrupté par les IA génératives. Maintenant, il y a plusieurs choses. Pareil, il faut toujours travailler avec méthode. C'est-à-dire, quand on a un problème, quand on me soumet un problème, plus exactement, j'aime bien le décomposer. Sinon, je vais vous dire, c'est horrible, c'est la fin du monde. Donc, on décompose. Il y a la presse, et puis il y a la production de fake news, et ça, c'est pas la presse. Donc, est-ce qu'il y a une mise en concurrence ? Pas nécessairement. Tout dépend de qui et de quelle cible. Donc, le premier élément de réponse, c'est que oui, vous avez une espèce de continuum entre réseaux sociaux et IA générative pour faire des opérations de déstabilisation, de manipulation. Ça, d'accord, fine. Mais en réalité, les questions de propagande, de contre-propagande n'ont rien à voir avec ma choucroute d'IA. C'est depuis que l'homme est homme, dans des très mauvaises dissertations. Non, mais en tout cas, depuis à minima qu'on a un modèle qui s'appelle la démocratie, où tout d'un coup, vous avez quelque chose qui s'appelle l'opinion publique qui compte et qui pèse sur les politiques publiques. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Est-ce qu'en revanche, on massifie, on industrialise dans un contexte historique, donc actuel, de, disons, recomposition, peut-être même de déclassement, ou en tout cas de désoccidentalisation du monde? Oui, ça pose des questions. Mais c'est toujours pas le problème de la presse, ou pas directement. Pas à mon sens. C'est d'abord un problème de politique, d'école, de citoyens soldats. C'est d'aller voir un peu ce qui se passe dans des pays qui sont justement extrêmement attaqués sur le plan informationnel, comme la Finlande et ou Taïwan, de voir un peu quelles sont les stratégies de contournement. Et là, on est sur de la géopo pure. Après, sur la question de la presse, il y a 2 exemples que vous avez. En historique, il y a toute la négociation qui avait été faite avec les big tech sur les droits voisins. Qui ne s'est pas faite facilement, elle s'est faite plutôt dans la douleur et puis de toute façon, du point de vue en tout cas du secteur de la presse, plutôt inéquitable. Et puis surtout, Google n'avait pas forcément complètement et toujours joué le jeu. Mais enfin, c'est quand même possible de... Ça a été mal foutu, mais sur le principe politique, c'est quand même possible d'établir des accords. Et puis sur la question des IA génératives, le monde a fait un partenariat avec OpenAI pour travailler. Et c'est très intéressant parce que tout d'un coup, ça dédramatise un tout petit peu la chose. Le problème du monde, c'est qu'ils sont allés en stand-alone. Ils sont allés tout seuls et donc ils ont lâché en fait les autres derrière en créant des asymétries au sein de l'industrie. Mais bon, le monde doit aussi protéger son modèle économique propre. Ce sont d'abord des business. L'information est un business. Oui. Et donc, ils y sont allés un peu seuls. Et ils y sont allés avec... Au début, moi, j'avais donné une interview à Libé et Le Figaro, qui était très remonté justement contre la stratégie du monde. J'avais dit, oui, ça crée une asymétrie de pouvoir. Et en plus, vous avez en fait... ça entérine la bascule de la chaîne de valeur informationnelle. C'est-à-dire que là où vous avez des organes de presse qui produisaient l'information, tout à coup, vous devenez des producteurs de contenu pour les méta-plateformes.
Ce n'est plus la même question, ce n'est plus la même chaîne de valeur, ce n'est plus les mêmes rapports de force. Ça, c'est mon premier élément de réponse qui revient à la question de quelle négociation, quelles règles du jeu, quel pouvoir, quel contre-pouvoir, quel statut juridique à mes big tech. Moi, je fais système. Hein. Mon système de folie est assez cohérent. Et donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, venant du monde lui-même, que j'ai trouvé très intéressante, parce que je suis donc allée les voir. Et eux me disent, mais en fait, non, c'est pas ça qui s'est passé. Il faudrait pas voir ça comme on a lâché les camarades. C'est juste que, en fait, nous, on a des contenus ultra quali dont OpenAI a besoin pour développer ses outils, pour les entraîner. Ils ont besoin de data qualifiée, de qualité, pour que leur output le soit et qu'il y ait cette espèce de crédibilité du résultat. OpenAI et ChatGPT en l'occurrence, enfin, l'utilisation de ces outils-là va nous aider sur des tâches type traduction, passer du speech to text ou l'inverse pour leur podcast, etc. Mais fondamentalement, en fait, ça me dégage du temps pour créer de l'information de qualité. Et on peut en effet aussi le voir comme ça. Donc en fait, en fonction de la stratégie de chaque organe de presse, de chaque média, vous allez avoir des réponses relativement différentes. Mais j'ai trouvé la réponse du Monde finalement en contre-attaque pas du tout stupide. Donc est-ce que c'est la fin de la presse ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'en revanche, si elle ne s'organise pas mieux, elle ne devient qu'un producteur de contenu parmi tant d'autres, ça peut être un risque. Et donc c'est toujours en posant avec méthode l'équation technopolitique la plus propre possible qu'on peut apporter la réponse la plus saine possible. Et puis enfin, New York Times, par exemple, pour des questions moins d'ailleurs honnêtes que la façon dont il le présente, mais, et d'autres aux États-Unis sont en procès contre OpenAI pour la question justement de la propriété intellectuelle. Donc en fait, vous avez plein de cas. Et puis vous avez d'autres possibilités. Vous allez avoir peut-être une concentration du secteur sur quelques généralistes, parce que c'est comme ça. Et peut-être que vous allez aussi avoir des médias, mais ultra spécialistes. Ça existe déjà, vous me direz. Mais peut-être qu'on aura une polarisation entre quelques acteurs. Je ne sais pas, ça c'est une hypothèse possible. Mais est-ce que tout d'un coup... Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument vraiment serrer les questions. Il y a la question des IA génératives et de leur usage dans le secteur. Puis après, il y a la question géopolitique, des interférences et des ingérences et de l'influence par la fake news ou le deepfake. C'est une autre conversation, à mon sens, en tout cas, si je devais la traiter avec méthode. Et enfin, Giuliano d'Ampoli, qui est un ami, oui, il dit que l'utilisation par l'extrême droite, Steve Bannon, oui, c'est Cambridge Analytica, ouais, et donc on va prendre une question ici. Et Zemmour après on l'a ira fait. Là-haut, je crois qu'il y avait une Milei question. le fait. C'est un outil supplémentaire, mais pour faire ce qu'on fait de tout temps, donc convaincre des gens de voter pour soi, manipuler, etc. Non, il y a la question. Je termine quand même juste. Non, la question moi, qui m'embête le plus, c'est davantage de vous micro-cibler pour vous manipuler. Et qu'en fait, mais ça c'est un rapport de la CNIL qui le disait, mais je crois à la CNIL dès 2017, ça pose un problème qui n'est pas du tout technologique, qui est politique. C'est-à-dire que c'est Obama qui a été d'ailleurs la première victime de ça, parce que ça a été le premier à utiliser ça, pas du tout Trump. Trump l'a massifié et puis l'a disons, hystérisé, et l'a fait très mal et de façon malhonnête, mais le premier à avoir fait justement du micro-ciblage politique, c'était Obama. Et la difficulté quand vous micro-ciblez, c'est que vous ramassez des votes. Mais quand vous êtes au pouvoir, vous allez faire un programme pour une nation entière. Et donc là, c'est coton. On prend cette question. Merci pour tout. Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit concernant l'usage finalement qu'on en fait. Et Sam Altman parle de démocratisation de l'intelligence dans un objectif de donner l'intelligence à tout le monde, et puis ce qu'ils en font, en fait, ça dépend d'eux. Est-ce que vous pensez qu'il ment, ou est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de contrôler en fait, cet outil de la part des big tech, ou est-ce qu'il va être obligé finalement d'offrir au plus grand nombre cet outil parce que c'est de faible coût, et que si lui ne le fait pas, d'autres le feront? C'est les déclarations qu'il a sorties avant-hier. Il y croit sans doute. C'est surtout du business model derrière. Enfin, il y a deux choses. Il y a du business model, parce qu'il a un enjeu aussi de continuer à lever des fonds et donc de maintenir un peu la polémique, donc la vague de hype autour de ces outils. Et puis après, il y a la question
des standards et des usages. J'ai pas grand-chose à dire sur Sam. Le commentaire au jour le jour de Sam Altman est intellectuellement inintéressant au possible. Tous les 4 jours, il a un truc à dire. En fait, il essaye de maintenir son existence médiatique pour les raisons que je viens de dire. Est-ce que c'est aujourd'hui ce qui est en train de se jouer ? Non, ce qui est en train de se jouer, c'est qu'aujourd'hui, on a un vide politique avec des responsables politiques qui n'y pompent rien, qui ne sont pas en train de mettre les politiques publiques qu'il faut. Ça, c'est davantage problématique pour moi que les élucubrations actuelles de Altman. On va prendre la question. Donc là-haut. Oui, bonsoir. Je voudrais faire une remarque parce que vous aviez apparemment quelques difficultés pour nous parler de l'avenir. Il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est le recul que j'ai, parce que j'ai un peu plus de 60 ans. Et j'ai beaucoup regardé, entre autres, mais entre autres aussi, la science-fiction. Et aujourd'hui, je fais la réflexion, c'est que, en fait, la science-fiction qu'on voit depuis les années 70, 80, 90, 2000, nous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pourquoi se poser une question sur qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que les films de science-fiction, c'est une question là, est-ce que les films de science-fiction ne sont pas en train de nous préparer à ce qu'il est en train d'advenir ? C'est une très bonne question. Merci de m'avoir répondu. Mais je maintiens ma difficulté. Je n'ai pas de jeu de tarot et je n'ai toujours pas de boule de cristal. Et je maintiens ma réponse. Ça dépendra de nous. Je veux dire, à un moment donné, vous avez un truc qui s'appelle le vote. Donc vous élisez bien des gens que vous avez envie de voir diriger le pays avec des politiques et des machins. Il y a quand même une exigence, il y a quand même quelque chose à avoir. Où tout n'est pas comme ça. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. Je ne peux pas vous dire... La principale boîte noire est l'avenir. Et donc soit on s'y met et on l'écrit ensemble, soit en effet, vous allez regarder des films de science-fiction qui, en effet, pourraient bien vous expliquer ce que va être le monde dans 30 ans. Mais moi, je m'y refuse. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Je vais juste revenir sur un... On va passer à la question d'après, parce qu'il nous reste encore... Il nous reste peu de temps et beaucoup de questions. Merci. Merci beaucoup et merci à Asma Mala de rendre accessible au plus grand nombre avec autant de talent ces sujets qui ont quand même des ramifications assez complexes. Vous dites, donc voilà, il y avait cette question de l'avenir et vous mettez en avant le fait que c'est essentiel de construire cet avenir ensemble et vous, donc, vous conseillez des institutions, des gouvernements sur ces questions-là. Mais la question de la société civile, elle est clé et on voit bien, par exemple, si on prend au niveau européen aujourd'hui, il y a des mobilisations dans d'autres pays européens, beaucoup plus qu'en France sur ces questions-là. La Quadrature du Net, par exemple, il reste assez... bien qu'ils fassent un travail vraiment exceptionnel, etc., anecdotique. Et alors que, par exemple, en Allemagne, etc., il y a des organisations qui se mobilisent, nous, ce n'est pas vraiment le cas. Et on n'a pas réussi sur les questions, même si cet effort de vulgarisation avec beaucoup de talent que vous faites contribue énormément à créer ça, à insuffler ça, on n'a pas réussi en France à créer ce mouvement-là, semblable à ce qu'on peut voir par exemple sur les questions du réchauffement climatique. On n'a pas réussi à le créer sur les questions numériques au moment même où il faut que la société civile s'implique dans les régulations et dans une forme un peu de partenariat et de pression sur les gouvernements. Alors, qu'est-ce qui manque, du coup, selon vous, pour que ça puisse advenir ? Merci beaucoup, Élodie. Ce qui manque... Alors, la question de la mobilisation versus les autres pays, alors c'est juste que vous avez des émanations, par exemple, je pense à Max Schrems, par exemple, Neub, etc. Ils peuvent être beaucoup plus vocaux, beaucoup plus virulents, avec peut-être, je ne sais pas, plus de moyens. Je n'ai pas du tout fait de benchmark là-dessus, mais en France, on a quand même vous évoquez la Quadrature du Net, ou pas que, vous avez des juristes, type Serge Slama, etc., ou Raphaël Kempf, qui sont extrêmement actifs. La question, c'est quelle résonance ils ont. Je crois que le problème, sur l'empowerment, disons, civil de la société française, c'est que par rapport à la question climatique, c'est un peu la même question que sur la question des médias. Je crois que le sujet est un tout petit peu plus récent, et puis il y a eu cette difficulté du côté rébarbatif technique. C'est-à-dire qu'on commence à peine, en fait, à
expliquer au plus grand nombre que c'est d'abord un sujet politique et qu'on s'en fout de la mécanique derrière. La mécanique, elle peut rester élitiste, elle peut rester aux mains de Mistral et de quelques-uns. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. En revanche, ces outils-là comme objet politique, ça m'intéresse. Et même s'il y a beaucoup d'experts sur ces questions-là, aucune n'a pris la peine en France de vulgariser et de parler aux gens. Ce sont des experts, je commençais d'ailleurs par ça, ce sont des experts qui se parlent entre eux. Et puis, comme en France, tu as un problème avec le système académique qui ne donne plus aucune reconnaissance ni financière ni statutaire. Du coup, en fait, tu maintiens la connaissance pour toi, et je trouve ça égoïste et malveillant au possible, au passage. Et gamin, et extrêmement problématique du point de vue de la diffusion des idées. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas de parler à mes pairs, c'est de parler aux gens. Et pour parler aux gens, j'ai vu en France très personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait ? Je suis même pas sûre. Donc, c'est un peu ce à quoi je me suis attelée. Il faudrait que beaucoup s'y attellent et qu'on soit nombreux à faire ce travail, pas de vulgarisation, parce que pas prendre les gens pour des cons ou plus bêtes qu'ils ne sont, ou cette infantilisation, pas du tout. C'est vraiment de dire, en fait, de donner des clés, de proposer des choses. Et après, charge à chacun de s'approprier, de se faire sa conviction, de se faire son opinion sur ces sujets-là. Mais j'ai vu très très peu d'ouvrages, ou alors quand il y avait des ouvrages, ils étaient anglo-saxons traduits. Et donc là, tu as une barrière qui se met, t'as pas du tout les mêmes dynamiques, disons, de mise en main de l'objet, du livre, tous les débats. Enfin, tu vas pas avoir Shoshana Zuboff tous les 4 matins qui va venir t'expliquer ça, c'est pas possible. Donc en France, ça démarre. Et parce que ça démarre, je suis peut-être très optimiste et très naïve en disant ça. Et peut-être qu'en fait, on est dans une société totalement dépolitisée qui n'en a vraiment rien à faire de ses libertés fondamentales. Peut-être, c'est aussi une option. Mais je crois qu'en fait, on débute en fait ce travail-là. Avec du retard, mais on le débute. Et moi, j'en veux beaucoup à tous les sociologues et tous les gars du numérique qui n'ont jamais fait ce travail parce qu'il faut toujours parler du haut de son magistère. Il n'y a plus de magistère. Ça appartient à tout le monde. Je crois qu'il restait des questions dans le centre là. J'ai oublié quelqu'un. Alors attendez, moi, je vais juste le faire dans l'ordre. Il y avait aussi là. Donc on va faire très court sur les réponses si c'est OK. On va en prendre une là et une là. Oui, bonsoir. J'ai juste une petite question concernant les nouvelles technologies. Je voudrais parler là de la technologie du quantique. Comment les ordinateurs quantiques vont influencer ce que vous avez très bien dépeint tout à l'heure, là, tout au long de votre exposé. Quantique, je sais pas, à part sur la question du chiffrement et plutôt des questions de cybersécurité, c'est pas du tout un champ sur lequel aujourd'hui, parce que je suis occupée sur tout un tas d'autres choses sur lesquelles je me suis penchée, donc j'éviterai de vous faire une réponse d'imposteur. Je cherche peut-être le prochain livre, je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est à moi. Oui, merci Asma. Je m'interroge par rapport à ce que tu viens de dire sur le fait qu'on a lâché l'affaire et qu'il y a une espèce de fatigue. Est-ce que c'est une question et une interrogation? Est-ce qu'on n'a pas lâché l'affaire, non pas sur les questions d'IA, mais sur la politique en général? Est-ce qu'on ne se dit pas, finalement, que peut la politique face à 5, 6, 7 mecs qui ont des dizaines de milliards et qui font de toute façon ce qu'ils veulent, qui iront dans l'espace s'ils veulent aller dans l'espace, qui essaieront de chercher comment on peut devenir immortel parce qu'ils en ont les moyens, et que nous, on se dit qu'est-ce qu'on pèse et qu'est-ce que pèse la politique, même si on va voter, même si on a une idée de ça. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, encore une fois, si on compare avec le défi climatique, est-ce qu'on n'a pas... on réagit pas parce qu'on ne comprend pas bien quels sont les enjeux, quelles sont les menaces. Alors que le défi climatique, on commence à le comprendre, on commence à le voir, c'est concret. Quand on parle d'IA, c'est pas encore assez concret, on voit pas vraiment qu'est-ce qu'on risque. Et on continue d'aller sur Insta et on continue parce qu'on voit pas vraiment la menace aujourd'hui de manière très concrète. Alors la menace, elle est très concrète, hein. On l'a évoqué. Après, ça rejoint la réponse à Élodie, c'est qu'on commence tout juste, justement, ce travail de sensibilisation. Ça ne peut pas se faire en quelques semaines. Enfin, je dis on. Il est vrai que je ne vois pas bien qui vraiment se mobilise, mais comme ça, je veux dire, de façon mainstream, j'entends.
Et après, sur la première question, le politique, évidemment, peut tout, peut beaucoup. Ça revient à la question de la définition de la souveraineté. La souveraineté finale d'un État, c'est sa loi, c'est la loi. Donc rien n'est au-dessus de la loi. Donc ni vous, ni moi, ni les géants technologiques. Après, c'est la question de la volonté politique et de l'architecture de cette nouvelle discussion à avoir. Quand ils vont dans l'espace, non, ils n'y vont pas du tout comme ça en freestyle. Ils y vont parce qu'ils ont des contrats Starlink ou SpaceX, il y va parce qu'il a des contrats avec la NASA. Donc on revient toujours, c'est pas du tout des acteurs en roue libre. Ce serait vraiment une erreur de le croire. Donc non. Après, ils ont des liens d'allégeance avec leur état d'origine. Quand on est en Chine, aux États-Unis, en Israël ou en Turquie, la diplomatie des drones turcs, le cyber en Israël, ou d'autres. Mais la question donc n'est pas que peut-on contre 5 personnes. Ils ne sont précisément que 5 et ils ne sont pas du tout des acteurs. Je ne le crois sincèrement pas. Oui, et donc ça suppose une architecture de coopération, de discussion. Choose France, c'est similaire, je l'évoquais tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on développe quelque chose qui s'appelle une co-gouvernance ? Probablement qu'on va devoir aller là, ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont au-dessus ou qu'ils sont en roue libre. C'est cette subtilité-là que j'essaye d'installer. Il y a des contrepoids. Et le premier contrepoids, ça s'appelle la loi. On a une dernière question ici. Oui, bonjour. Ma question va être très courte. Vous avez dit au tout début de la conférence que vous aviez parlé des nouvelles structures de pouvoir et de puissance. Et moi, en vous écoutant, il me semble avoir compris que c'est nous qui avons la puissance de donner le pouvoir à qui on veut. Est-ce que c'est bien ça, finalement, que vous nous avez dit ? Ah, c'est très... Je l'avais jamais vu comme ça. Donc, merci. Merci de me faire réfléchir. Et je dirais que oui, si j'inverse. C'est nous qui avons le pouvoir de donner la puissance. Et pour juste terminer sur ma réponse, pour vous dire pourquoi j'utilise... Mais c'est très malin. Et c'est très juste, la façon dont vous l'avez lu. Et je vous en remercie. La pouvoir et la puissance, la distinction conceptuelle, c'est Raymond... Moi, je la tiens de Raymond Aron. Bon. Et le pouvoir, c'est quoi ? C'est le pouvoir, si vous voulez, vertical, du haut vers le bas, en gros, si je schématise, de l'État vers la population, le peuple, la société, vous appelez ça comme vous voulez. Donc il y a quelque chose de top-down, coercitif, vertical, ou en tout cas à minima vertical. Donc c'est le pouvoir sur ou de quelque chose. La puissance, c'est forcément une relation, c'est relatif entre plutôt deux nations ou deux entités, et c'est une projection. Donc il y a une dialectique dans la puissance qu'on n'a pas de la même intensité ou de la même façon, dans la même construction que dans le pouvoir. Donc je dirais qu'on a le pouvoir, en sens unique, si vous voulez, de donner de la puissance. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et les attributs de la puissance, c'est l'industrie, c'est l'économie, c'est la culture, c'est les normes. Merci à vous pour vos questions. Merci Asma Mala. Merci à vous. Notre échange est terminé, mais on a un moment tous ensemble où tu auras sûrement un certain nombre de questions. Tu auras également ton livre, Technopolitique, si des personnes souhaitent le découvrir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore Asma. Merci beaucoup. Merci à vous.